Donc, je vais vous présenter des nouveaux composites hybrides à base de collagène que nous développons au laboratoire. Et en fait, j'ai rajouté un point d'interrogation à mon titre, une passerelle vers l'os artificiel, parce que nous sommes bien avancés pour répondre à cette question, mais vous allez le voir, il reste encore des petites questions auxquelles il faut répondre. Donc en fait, cette question en amène deux autres. La première, c'est pourquoi a-t-on besoin de faire de l'os artificiel et pourquoi des composites hybrides à base de collagène? Donc la première étape, avant de répondre à ces deux questions, c'est de comprendre la composition, la structure et la formation de l'os, c'est-à-dire le mécanisme de biominéralisation. Alors il a été proposé dans la littérature que l'os, qui est un matériau hybride possédant une organisation hiérarchique, comme l'a présenté Clément, était composé de 7 niveaux différents d'organisation. Alors le premier, en fait, excusez-moi, mais ça ne fonctionne pas très bien. C'est pas mieux. Ouais. Ouais. Donc le premier niveau d'organisation est constitué de ces deux composants majoritaires qui sont, pour la phase minérale, des cristaux d'hydroxyapatite et la molécule de collagène qui est en réalité une protéine qui se présente sous forme de triple hélice. À l'échelle suivante, donc le niveau 2 d'organisation, ces molécules de collagène s'organisent entre elles avec une périodicité de 67 nanomètres, avec un décalage périodique de 67 nanomètres, créant, comme vous le voyez ici, des espaces que l'on appelle des zones de gap, qui sont décrits comme étant les premiers points, les espaces où s'effectuent les premiers points de nucléation pour ces cristaux d'hydroxyapatite. Et dans un second temps, ces cristaux d'hydroxyapatite vont se développer selon leur axe C, le long de l'axe principal de la fibrile de collagène. Alors on est à l'échelle du nanomètre. Alors excusez-moi. À l'étape suivante, ces fibrilles de collagène minéralisées vont s'organiser entre elles pour former, comme vous le voyez ici, des fibres de collagène. Et ensuite, on atteint un niveau un peu plus compliqué, qui est appelé niveau 4, où finalement, ces fibrilles ou ces fibres, qui sont ici représentées par un cliché en microscopie électronique à transmission et à balayage, peuvent soit ne pas du tout s'organiser, donc ce sera des domaines qu'on appelle isotropes, soit former des plages d'alignement, soit former, comme l'a montré Clément dans son cours, adopter une géométrie hélicoïdale, cholestérique, qui en fait se caractérise si on coupe de façon oblique cette organisation, révèle, si vous voulez, une structure en arceau que l'on voit ici et qui est caractéristique. Alors ensuite, ces domaines vont s'organiser de façon concentrique autour des vaisseaux, et on appelle ces unités cylindriques des ostéons, qui en fait sont l'unité que l'on retrouve au niveau de ce qu'on appelle l'os compact, qui est ici, et qui va entourer au niveau des épiphyses, c'est-à-dire au niveau des têtes, par exemple, de fémur, de l'os spongieux, qui en fait est de l'os macroporeux, comme vous le voyez ici. Enfin, le dernier niveau, c'est ce qui constitue l'organe en entier, c'est-à-dire l'os présentant l'os spongieux plus l'os compact, c'est-à-dire l'épiphyse, la diaphyse et la métaphyse, c'est-à-dire la jonction entre l'épiphyse et la diaphyse. Alors ensuite, pour encore une fois essayer de répondre à la question que je pose depuis le début, il faut essayer de comprendre comment se forme l'os et donc comment il biominéralise. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, la biominéralisation? C'est comment un organisme vivant peut précipiter une phase minérale au sein d'une matrice organique. Alors, très succinctement, dans l'os, il y a des cellules qu'on appelle ostéoformatrices, qui sont des ostéoblastes, et qui vont, si vous voulez, sécréter dans le milieu la matrice organique, qui est donc le collagène. Dans un second temps, ces cellules, ces ostéoblastes, vont sécréter dans le milieu des protéines que l'on appelle non collagéniques, qui sont aussi dites minéralisantes et qui sont des protéines acides.
Enfin, dans un troisième temps, juste après la synthèse de la matrice organique, il y a les premiers points de nucléation et donc de cristallisation de la phase minérale au sein de la matrice organique, où ces ostéoblastes quand ils vont être piégés autour de cette gangue minérale, vont se différencier en ce qu'on appelle des ostéocytes. Et enfin, l'os est un tissu vivant qui se remodèle en permanence. Et donc, il y a des cellules qu'on appelle ostéorésorbantes, les ostéoclastes, qui sont très très grosses, comme vous voyez ici, plurinucléées, et qui en fait vont, pour résorber le tissu, vont créer un micro-milieu ici, que vous voyez ici, qui vont isoler de l'ensemble du tissu et créer une espèce de poche très acide pour dissoudre la phase minérale. Alors, dans quel contexte, quand on sait tout ça, on peut commencer à se demander pourquoi a-t-on besoin de faire l'os artificiel, dans quel contexte? Alors, il y a plusieurs possibilités, plusieurs pathologies dans lesquelles on a besoin d'os artificiels, mais le point commun de toutes ces pathologies, c'est que, je vous l'ai dit, l'os pouvait réparer tout seul, mais parfois, cette ostéogénèse, c'est-à-dire ce processus d'autoréparation que l'on est capable de faire, parfois, il n'est pas suffisant. Et il n'est pas suffisant quand les défauts sont très gros. Donc, par exemple, dans les fractures diaphysaires, quand il y a besoin de consolider les vertèbres, donc quand il y a une fusion des vertèbres, comme on le voit sur ce cliché ici, dans les cas d'ablation tumorale ou quand vous avez une infection au niveau de l'os, il y a besoin de faire une ablation et donc vous avez un foyer infectieux qui est à retirer et donc il faut il faut le remplacer, le régénérer. Donc, la solution dans ces cas-là, c'est d'effectuer une greffe osseuse. Et lorsque le matériau provient du patient lui-même, on parle d'une autogreffe. Quand il provient d'une autre personne, on parle d'allogreffe. Et quand il est d'origine animale, on parle de xénogreffe. Alors, il est évident que pour des raisons d'infection, par exemple, telles que le prion dans ces dernières années, ou pour des raisons d'immunité, l'autogreffe reste le matériau de référence, mais malheureusement, ce qui est compliqué dans le cas des autogreffes, c'est que vous prenez à un malade, vous imposez à un malade une opération supplémentaire alors qu'il est déjà faible, et donc c'est douloureux, et en plus, c'est en quantité limitée. Donc en général, c'est pris de la crête iliaque, et donc il n'y en a pas une quantité très importante. Alors, quelle alternative avons-nous à ça? Eh bien, nous avons la possibilité d'utiliser ce qu'on appelle des biomatériaux, dont j'ai mis la définition qui a été donnée dans les années 80. C'est un matériau non vivant, utilisé dans un dispositif médical et conçu pour interagir avec des systèmes biologiques, qu'il participe à la constitution d'un appareillage à visée diagnostique ou à celle d'un substitut de tissu ou d'organes, ou encore à celle d'un dispositif de suppléance ou assistance fonctionnelle. Donc, un biomatériau n'est pas bio, ou n'est pas forcément. Ce n'est pas parce que vous utilisez un polymère biologique qu'il est forcément, que vous pouvez le considérer comme un biomatériau. Il faut vraiment qu'il y ait une visée à intégrer l'organisme et à être utilisé pour ces différentes applications. Alors néanmoins, ces biomatériaux doivent être biocompatibles, c'est-à-dire qu'ils ne doivent pas déclencher des réactions toxiques ou inflammatoires. Alors, voici 3 types d'implants qui sont proposés dans la littérature, et vous allez voir donc un biomatériau n'est pas forcément bio, puisque dans ces exemples, vous allez voir qu'il y a par exemple des implants métalliques ou des céramiques poreuses. Donc le premier que j'ai mis et qui est assez utilisé, ce sont des matrices osseuses déminéralisées. Alors le souci avec ces matrices, c'est que vous prenez de l'os, vous la déminéralisez, vous la décellularisez, mais pour décellulariser une matrice osseuse, c'est compliqué et vous pouvez être mené à vous pouvez être mené à des problèmes d'immunité. Donc c'est pas évident.
Les deuxièmes choix de matériaux qui sont utilisés dans la littérature, sont très utilisés pour les opérations, ce sont donc des céramiques poreuses. Alors, le problème des céramiques poreuses, c'est qu'il y a un compromis à faire. Donc, si vous diminuez la taille du pore, les cellules de l'hôte ne pourront pas coloniser le matériau. Et à l'inverse, si vous diminuez la taille des pores, vous allez avoir une résistance, des propriétés mécaniques de votre céramique qui sont très bonnes, mais votre matériau ne sera pas colonisé par l'organisme. Donc, ce n'était pas, à notre sens, un matériau de choix. Ensuite, il y a donc les implants métalliques, donc des alliages à base de titane, qui sont utilisés pour des prothèses de hanches, et qui sont bien connus. Alors le problème de ces implants métalliques, c'est qu'évidemment, ils ne vont pas être résorbés par l'organisme. Et il y a un problème, enfin de plus en plus, on essaye de coater ces implants avec la phase minérale, avec de l'hydroxyapatite, pour favoriser en fait l'interface entre le tissu de l'hôte et le matériau. Et enfin, donc des polymères naturels ou synthétiques. Alors ces polymères fonctionnent, on va le voir plus tard. Le souci, c'est qu'ils mènent à beaucoup d'inflammation. Alors pourquoi? C'est simple, parce qu'il y en a beaucoup qui sont proposés, par exemple, à base de sucre, mais nous ne sommes pas des crabes ni des insectes, et bien entendu, nous n'avons pas des protéines qui permettent de dégrader de la chitine. Alors ensuite, il y a depuis quelques années une tendance à aller vers l'utilisation de cellules souches qui sont extraites de la moelle osseuse. Alors ça fonctionne bien. Le souci avec les cellules souches, c'est qu'il faut les conserver tout d'abord. Déjà, il faut les retirer de chez le patient. Donc, c'est encore une opération. Et c'est très, très, très délicat à utiliser. Il faut les prélever, empêcher leur différenciation quand vous les avez prélevées. Et quand vous les réimplantez, il faut justement qu'elles se différencient et qu'elles s'intègrent. Bon, et tout ce processus est lent, compliqué. Bon, ce n'était pas l'idéal pour nous. Donc, on a été vers un autre choix. Enfin, le dernier type d'implants qui sont utilisés, ce sont les facteurs de croissance. Alors, c'est très simple. Vous prenez des facteurs de croissance et vous les injectez. Ça marche très bien. Le souci de ces facteurs de croissance, c'est qu'ils coûtent cher. Et en réalité, on ne contrôle pas la dose qu'il faut mettre. Donc, vous pouviez très bien injecter une quantité donnée de facteurs de croissance et former du compact au sein d'un os spongieux. Donc, il y a ce souci de contrôle de la molécule, de la quantité de la molécule. Alors, pour mettre en place nos matériaux, on s'est posé la question suivante, c'est pourquoi la greffe autologue fonctionne? Alors, la première réponse, c'est qu'évidemment, c'est biocompatible, à cause de sa composition. Mais notre idée, en fait, c'est également parce que la structure tridimensionnelle, c'est-à-dire sa densité plus son organisation, fait que ce matériau est un matériau de choix. Alors pourquoi des composites hybrides à base de collagène? Eh bien parce que justement l'os est constitué de collagène. Alors on n'est pas les premiers à avoir eu cette idée, évidemment. Et donc il y a un panel de matrices qui sont proposées dans la littérature à base de collagène. Néanmoins, il y a deux soucis. On ne retrouve ni la densité et ni l'organisation tridimensionnelle. Alors pourquoi? Alors déjà, on peut partir de la molécule de collagène et si vous la chauffez un petit peu, vous obtenez en fait de la gélatine. Et ce processus est irréversible. Vous ne pouvez pas retourner de la gélatine au collagène. Et le gel que vous obtenez n'a absolument pas les mêmes propriétés que vous pouvez avoir avec une matrice de collagène. Donc c'est vraiment une autre molécule. Ensuite, vous avez des éponges de collagène qui sont utilisées. Et en fait, vous n'avez pas l'état fibrillaire de la matrice. Donc vous avez une matrice qui est formée à base de molécules de collagène sans avoir l'obtention de ces fibrilles striées. Il y a également des hydrogels. Donc là, on a la fibrillogénèse qui est faite, c'est-à-dire la précipitation de ces fibrilles, mais nous n'avons pas, comme vous le voyez, la densité et l'organisation tridimensionnelle. Pourtant, je remets un pied dessus. Dans la nature, le collagène compose différents tissus conjonctifs et il est à chaque fois, comme vous le voyez ici, dense et organisé. Donc là, c'est un exemple dans le tendon de la souris. Dans le derme de rat, vous voyez que au sein du tissu, il est localement à chaque fois aligné, organisé et dense.
Là, c'est de l'os compact partiellement déminéralisé. Ce que vous voyez en noir, ici, c'est les plaquettes d'hydroxyapatite, et ici, la matrice de collagène. Et enfin, au niveau de la cornée. En plus, comme l'a montré Clément, au-delà de la densité, il y a l'organisation. Cette organisation cholestérique qui est utilisée dans la nature pour différents tissus et différentes molécules, puisque là, on retrouve cette structure en arceau que vous voyez ici pour la chitine, pour la cellulose et donc pour le collagène. Donc, si la nature utilise cette organisation et cette densité, c'est bien entendu pour obtenir des propriétés particulières au tissu biologique, certainement mécaniques, mais pas seulement. Il y a aussi un impact de la densité et de l'organisation sur le minéral. Alors, on a pu montrer ça récemment. Quand vous prenez ici un gel de collagène avec il y a un gradient de concentration du plus élevé ici jusqu'au plus petit. On voit, donc le collagène est en bleu, on voit que la taille des cristaux qui sont en blanc diminue en fonction de la concentration, plus la concentration en collagène est élevée. De plus, quand on prend l'exemple d'une maladie génétique qui s'appelle l'ostéogenèse imparfaite, donc qui est une mutation, en fait, une maladie génétique où la matrice de collagène est désorganisée, on se rend compte que l'alignement des cristaux et leur orientation ne correspondent pas est désorienté et l'os est plus fragile. Alors, il y a également un impact de la densité et de l'organisation tridimensionnelle sur les protéines, ce que j'ai appelé les protéines non collagéniques. Donc, un exemple, celui donné par le groupe de Hunter, qui montre que la bone sialoprotéine a une activité totalement opposée, donc elle est soit inhibitrice, soit activatrice de la minéralisation, lorsqu'elle est en gel ou en solution. Un dernier exemple, celui de la phosphatase acide, où le groupe de David Avenir a montré que la phosphatase acide, comme son nom l'indique, a une activité optimale à des pH acides, et pourtant, quand elle est encapsulée dans une matrice de silice, elle peut conserver son activité jusqu'à un pH 13. Donc, sachant tout ça, la deuxième étape était d'élaborer le modèle et de le synthétiser. Alors, comment ? Alors, il y a plusieurs approches, et Clément en a montré une tout à l'heure. Donc, soit il y a une approche biomimétique, où vous repartez exactement du modèle, qui est ici pour nous l'os compact, soit vous vous en inspirez, comme l'a montré Clément. Donc, nous avons décidé de mimer au plus proche le matériau, l'os compact, afin d'avoir un matériau plus performant au niveau opératoire. Alors, nous avons fait un pari, une hypothèse, c'est que la cellule, finalement, dans tout ce que je vous ai raconté au début, n'est qu'une usine pour produire le collagène et les protéines non collagéniques. Donc on pouvait très bien s'en débarrasser. Et les protéines non collagéniques, le problème, c'est que c'est très peu compris temporellement et spatialement. Donc nous avons fait le choix de s'affranchir de ces deux constituants et de ne rester finalement qu'avec les constituants principaux de l'os. Donc, on partait du collagène et de l'apatite, et il nous fallait reproduire la structure tridimensionnelle. Alors, comment on s'y prend ? Donc, on part d'abord de la matrice organique, et in vivo, suivant le tissu, il y a plusieurs types de cellules qui produisent du collagène, et pour nous, comme je vous l'ai dit, ce sont les ostéoblastes. Donc, évidemment, nous, on s'affranchissait des ostéoblastes, donc on ne pouvait pas partir de cela. Donc, ce qu'on a fait, alors ce qui se passe, il faut juste que vous compreniez, c'est que là, vous avez la cellule. Dès que la cellule sécrète la molécule de collagène, en fait, c'est du procollagène, il y a un clivage de ces petits bouts verts que vous voyez ici, mais peu importe. En fait, ce qui se passe, c'est que cette molécule-là est soluble, et quand on retire ces extrémités, ces propeptides, en fait, cette molécule, la molécule de collagène, n'est plus soluble à pH neutre. Donc on est obligé, on ne peut pas l'utiliser telle qu'elle, elle précipite directement en fibrille. Donc in vitro, ce qu'on a fait, c'est qu'on est parti du tissu et on a été jusqu'à cette molécule de collagène. Alors comment on s'y prend ? Eh bien, on tue beaucoup de rats, on prend leurs tendons, et donc vous voyez, il y en a un bon paquet, et après
bien 2-3 semaines de dissolution, purification. On arrive, si on a bien travaillé, parce qu'évidemment, si vous chauffez un tout petit peu, vous avez de la gélatine et vous n'avez plus qu'à pleurer. Donc, vous obtenez une solution de collagène et qui est bien sûr, comme je vous l'ai dit, acide, donc parce que le collagène sans ses extrémités vertes, que je vous ai montré tout à l'heure, n'est pas soluble. Donc, pour le solubiliser, on se met en condition acide et on obtient une solution, et attention, ça c'est très important, à des concentrations inférieures à 5 mg par ml. Alors, notre approche, c'est en réalité d'utiliser les propriétés qu'a le collagène. Et en fait, plus vous concentrez du collagène, donc on peut aller jusqu'à 1000 mg par ml, il y a des personnes au laboratoire qui peuvent travailler jusqu'à ces concentrations-là, on se rend compte en réalité que la matrice que vous allez obtenir a des propriétés mécaniques qui sont améliorées. Alors je le rappelle, dans la littérature, les gens s'arrêtent ici, donc en général à 3 mg par ml. Donc on obtient des matrices hydratées, très important, hydratées, denses et pures de collagène. Alors, il y a un gain, on le voit au niveau de la densité, mais ce n'est pas qu'au niveau de la densité, il y a aussi l'organisation. Si vous montez en concentration, vous avez des matrices denses, mais aussi organisées. Donc là, vous voyez, vous avez une matrice avec des fibrilles à 3 mg par ml, et là, vous êtes au-delà de 80 mg par ml. Donc il y a un véritable gain à travailler à des concentrations élevées en collagène. Alors, comment ça se fait ? Eh bien, en fait, Marie-Madeleine Girogui a montré il y a un petit moment que, et comme l'a dit Clément tout à l'heure, le collagène a des propriétés cristal liquide. Donc, c'est un lyotrope, c'est-à-dire qu'en fonction de sa concentration, quand vous le mettez en solution, il s'auto-assemble et forme des phases cholestériques. Alors, pour essayer d'imaginer bien ça, c'est comme si vous aviez des assiettes empilées et que vous en tourniez une par rapport à l'autre de façon continue. Donc vous avez vraiment une espèce d'orientation en contreplaqué qui va suivre, qui est continue et qui est continue le long de l'axe cholestérique. Alors comment ça se voit concrètement ? Quand vous mettez vous observez par microscopie à lumière polarisée, les molécules qui vont être perpendiculaires au plan d'observation ou au sein du plan vont se révéler en blanc ou en noir. Et en fait, vous voyez ces bandes que l'on voit, ces alternances de bandes blanches et noires sont caractéristiques de cette phase. Donc si on se met à plus de 80 mg par ml, on a ces phases cholestériques. Et quand on augmente en fait, le pH, on a la précipitation de ces molécules en fibrilles striées. Et alors, ce qui est totalement incroyable, c'est que bien que vous déstabilisiez le cristal liquide, puisque vous passez d'une solution à un gel, vous conservez l'organisation, donc ce twist cholestérique dont je vous ai parlé, mais plus au niveau des molécules, mais au niveau des fibrilles. Et donc, on retrouve, si on fait une coupe oblique de ce gel, on retrouve cette structure en arceau qui mime ce qui est présent au niveau de l'os compact humain. Alors, in vivo, comment ça se passe ? En fait, tout ce processus, évidemment, ce n'est pas une question de pH, mais c'est une question enzymatique. Il y a des protéines qui sont là pour induire la fibrogénèse. Alors, comment concentrer le collagène acido-soluble au laboratoire ? Alors, ce qui est un peu complexe, c'est que quand vous êtes à 2 mg par ml, c'est une solution, et que plus vous concentrez, en fait, vous avez quand même une solution, mais c'est en réalité un gel physique. Donc, vous ne travaillez pas du tout avec la même chose, bien qu'on parle de la même chose. Donc, il y avait 4 méthodes proposées dans la littérature. La première, alors c'est de l'évaporation. Vous prenez votre collagène, vous le mettez sous une hotte, et puis vous attendez que ça s'évapore. Et donc, vous le concentrez. Alors, c'était pas terrible, c'était pas terrible pour nous parce que, en fait, comme on monte à des concentrations très élevées, c'est lent et vous formez une croûte en surface qui s'assèche. Il y a un système de compression qui est proposé. Vous comprimez votre collagène. Le problème, c'est que ça déshydrate la matrice. Or, nous voulions garder la matrice de collagène hydratée. Car dans l'os, il y a 10% d'eau. L'os est constitué, le troisième constituant de l'os, c'est l'eau. Enfin, la troisième technique qui a été développée au laboratoire, qui est une technique d'injection. Vous mettez entre l'âme
et lamelles du collagène et qui s'évaporent sur les côtés de la lamelle. Et en fait, c'est un procédé très intelligent. Le problème de ce procédé, c'est qu'on ne contrôle pas la concentration finale, parce qu'on est dépendant évidemment de cette évaporation sur le côté que nous ne contrôlons pas. Et ça mène également à un gradient de concentration au collagène, ce que nous ne voulions pas. Enfin, la dernière technique qui est proposée dans la littérature, c'est de la dialyse. Donc vous mettez votre collagène dans un boudin de dialyse, vous le mettez dans une solution de polymère, qui est ici du PEG, vous fixez la concentration que vous voulez finale, et vous obtenez à la fin votre matrice. Alors le problème, c'est qu'évidemment, quand vous voulez concentrer à 300 mg par ml, vous partez avec un boudin de dialyse énorme, et à la fin, vous vous retrouvez avec des petits bouts de matrice dispersés au sein de votre boudin de dialyse, et vous êtes obligé de racler votre matrice. Vous obtenez quelque chose de complètement peu uniforme, et donc c'est peu reproductible. Donc nous avons décidé de mettre en place un nouveau procédé, qui est donc de combiner l'injection et la dialyse. Et en fait, c'est tout simple. Vous injectez votre collagène au sein d'un moule, qui va être en contact avec cette solution de PEG, avec la concentration que vous désirez. Et ce procédé a l'avantage de mener à des échantillons qui sont stériles. Donc là, la matrice est mise dans un milieu de culture que les bactéries adorent. Et vous voyez, la solution reste limpide. Donc il n'y a aucune bactérie qui s'y développe. Donc notre échantillon est bien stérile. Et en plus, on peut contrôler la forme des échantillons. Alors, qu'est-ce qu'on obtient? Donc ça, c'est l'ancien procédé. On obtenait, en fait, donc, comme je vous l'ai dit, une matrice qui n'était pas uniforme, avec des tailles de fibrilles qui ne sont pas homogènes. Dans notre nouveau procédé, on a une matrice, du point de vue macroscopique, qui est uniforme. Et en plus, on a une organisation tridimensionnelle qui mime celle que l'on a dans l'os. On a une densité fibrillaire et on a une taille calibrée des fibrilles. Donc c'était pas mal. Maintenant, c'est de savoir où on se trouve par rapport à ce que je vous ai dit au début. Et donc là, je vous ai mis une coupe d'ostéon d'os humain. Donc là, on est au niveau de l'os compact, ici. Donc ça, vous avez les unités cylindriques dont je vous ai parlé. Et nous avons reproduit cette partie. Alors, ça, c'est l'intérieur de l'échantillon, qui est ici. Et en fait, la surface, on arrive à avoir un réseau également qui est dense et qui, localement, peut ressembler à ce que l'on obtient au niveau du périos, c'est-à-dire, si ça marche bien, au niveau de la partie externe qui entoure la diaphyse. Alors, ça, c'est en microscopie électronique à transmission. On a voulu vérifier la qualité des fibrilles que nous avions précipitées. Et vous voyez, nous mimons bien ce qu'il y a dans l'os compact humain déminéralisé, avec quand même, soyons modestes, une différence. La qualité des fibrilles semble un peu différente. Et ça peut se comprendre par le fait que nous n'avons pas mis les protéines non collagéniques dans notre échantillon. Pour se faire plaisir, on compare avec ce qu'il y a dans la littérature et on se rend compte qu'on est loin de ce qui est fait dans la littérature, c'est-à-dire que ce n'est pas dense et on n'a pas l'organisation. Alors là, je vous ai parlé de la matrice organique, il fallait mettre en place le minéral. Et en fait, c'est quelque chose qu'on a essayé de ne pas négliger. Pourquoi? Parce que dans la littérature, les gens associent ça, comme je vous l'ai dit, à de l'hydroxyapatite. En réalité, c'est un peu plus compliqué que ça. L'hydroxyapatite biologique dérive de l'hydroxyapatite stéchiométrique, mais elle présente également des ions carbonates, des ions hydrogénophosphate et des lacunes. Et de plus, il y a des traces d'autres éléments. Est-ce que c'est important? Oui, c'est très important sur plusieurs plans. Le premier, c'est que c'est un réservoir, l'os est un réservoir d'ions, donc c'est important d'y ajouter des carbonates. Et de plus, on peut penser que plus on vieillit, plus on tend vers des apatites en fait, qui sont stéchiométriques, et donc on répare beaucoup moins bien notre os. Pourquoi? Parce que les ostéoclastes, comme je vous l'ai dit, dissouent l'os à des pH acides, et évidemment, plus c'est cristallisé, moins ils ont une force d'action facile sur ce tissu. Alors, il y a un autre point qui est important, c'est qu'en fait, il y a aussi un comportement très différent vis-à-vis de l'eau. Et comme je vous l'ai dit, l'eau constitue à 10% le tissu. Donc il y a 70% environ de phase minérale, 20% d'organique et 10% d'eau. Alors comment on le voit? Eh bien, on a été prendre des échantillons d'os frais. Quand je vous dis frais, c'est
Dans les 2 heures, on était en train d'analyser l'échantillon extrait de brebis vivantes. Et alors, peu importe pour l'instant la manip et ce que ça représente, mais ce que l'on voit, c'est que quand on a de l'os frais, on a cette signature spectroscopique, et quand on le sèche, on se rend compte qu'on a une autre signature spectroscopique. Donc il y a un comportement différent vis-à-vis de l'eau. Ce qui mène à penser que quand on sèche un os, il y a un impact bien évidemment sur la matrice organique, donc il y a un effondrement de la matrice de collagène qui est connue et qui exacerbe en fait les propriétés mécaniques, et il y a un effet sur la matrice minérale. Alors, bien entendu, il y a aussi une différence à utiliser des hydroxyapatites de synthèse, c'est qu'en général, on n'obtient pas des plaquettes comme dans l'os, on obtient plutôt des bâtonnets, et on le voit par cette même type de manip par RMN à l'état solide, on se rend compte que les apatites de synthèse sont complètement indifférentes à la présence ou non d'eau. Alors, qu'est-ce que ça signifie tout ça? On va aller un peu plus en détail. En réalité, les apatites biologiques, donc en tout cas de l'os, présentent une organisation cœur-couronne. Et on le voit en fait. Donc là, vous avez le phosphate, vous avez ici les protons, et en fait, vous voyez que les hydroxydes de l'hydroxyapatite corrèlent avec le phosphate de l'hydroxyapatite, et on voit ici que les espèces des hydrogénophosphates corrèlent avec l'eau. Alors que quand on sèche notre échantillon, on se rend compte que les hydrogénophosphates corrèlent avec eux-mêmes ou leurs voisins. Donc il y a vraiment un effet au niveau du comportement du minéral vis-à-vis de l'eau qui est étonnamment inchangé du point de vue quand même du phosphore. Donc en tout cas, on voit que ce qui nous a permis de déterminer que les apatites biologiques étaient constituées à près de 45% d'une couche amorphe autour du corps cristallin, et on a essayé de voir si ce que nous trouvions était cohérent avec la littérature. Et donc on a été chercher des exemples de la littérature tels que la dentine ou le spongieux, et on se rend compte que, alors là vous voyez, vous avez le cœur cristallin de l'apatite, et on voit à chaque fois dans les exemples de la littérature qu'il y a un espacement entre ces corps cristallins. Et dans la littérature, c'est souvent associé en fait à de l'organique, soit à du collagène, soit à des protéines, et on pose la question donc de savoir si finalement ce ne serait pas juste dû à la présence de cette couche amorphe. Alors après, il a fallu rajouter donc ce minéral à l'organique, et donc il fallait, dans la littérature, les personnes utilisent donc des matrices déjà fibrillées avec une concentration inférieure à 5 mg par ml et post-minéralisent, c'est-à-dire qu'ils rajoutent ensuite leurs ions. Donc pour cela, en fait, quand ils ne mettent rien d'autre, ils ont des cristaux d'apatite qui ne co-alignent pas avec l'axe principal des fibrilles, comme je vous l'ai expliqué au début. Et par contre, quand ils rajoutent un polymère qui vise à mimer des protéines non collagéniques, ils voient que le minéral s'infiltre au sein des fibrilles de collagène pour permettre ce co-alignement des fibrilles des cristaux selon l'axe principal des fibrilles. Alors, nous sommes posé la question, est-ce que vraiment in vivo, on a d'abord le collagène et ensuite le minéral? La réponse pour nous est évidemment non. L'os baigne dans un flux d'ions, et c'est un tissu qui est très vascularisé, et donc notre idée c'était de coprécipiter le minéral avec donc les précurseurs ioniques avec le collagène. Alors on n'est pas les premiers à y avoir pensé. Il y a des gens dans la littérature qui y ont pensé bien avant nous. Le problème, c'est qu'ils ont travaillé à faible densité et donc ils n'ont pas eu ce co-alignement. Donc, on a rajouté les ions au sein de la solution de collagène acide. On concentre. Et alors, on arrive à un souci, c'est que dans la littérature, la synthèse d'hydroxyapatite en fait, est toujours faite par neutralisation à partir d'une solution à pH basique. Pourquoi? Pour s'affranchir en fait d'autres phases de phosphate de calcium qui ont tendance à précipiter à des pH acides. Or nous partions d'une solution acide, donc on faisait tout ce chemin-là, et donc on pouvait potentiellement se récupérer dans notre solution toutes ces phases de phosphate de calcium, tous ces contaminants.
Donc nous avons choisi une synthèse, nous sommes inspirés d'une synthèse pour le carbonate de calcium, qui est une synthèse qui permet la précipitation du produit thermodynamique du carbonate de calcium, c'est-à-dire la calcite, et on l'a adapté à un sel de phosphate de calcium. Alors pour cela, vous mettez juste dans une enceinte fermée de l'ammoniac ou un carbonate d'ammonium. Vous mettez votre solution avec des précurseurs, des sels que vous voulez, donc du calcium, du phosphore, éventuellement des carbonates si vous voulez mimer au mieux la phase biologique. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, vous saturez le milieu avec votre ammoniac, vous solubilisez l'ammoniac au sein de votre solution et vous précipitez votre hydroxyapatite. Alors ça a l'air facile comme ça a pris quand même pas mal de temps. Mais en tout cas, ça a mené à la précipitation d'hydroxyapatite sous forme de sphérulites. Et en fait, donc c'est ce qu'on appelle sphérulites, une espèce d'oursin. Et en fait, ces sphérulites, quand vous les regardez en microscopie électronique à transmission, vous vous rendez compte que ce sont des plaquettes qui ressemblent à celles de l'os et qui ont une taille nanoparticulaire comme celle de l'os. Et au miracle, elles ont exactement le même comportement vis-à-vis de l'eau que les apatites biologiques. Alors on a essayé d'aller voir cette couche amorphe, ça a été très difficile, on en a vu une. Et on ne peut même pas écarter que cette couche amorphe observée ici n'ait pas dû à une déstabilisation du faisceau. Alors c'est très compliqué, pourquoi? Parce que peut-être qu'elle n'est pas stabilisée par des petites protéines ou autres. Alors on a essayé de comprendre ce qui se passait et on a mis en fait nos échantillons, on les a étudiés par diffraction des rayons X et on les a mis en présence d'eau ou non. Alors là vous voyez, on a nos plaquettes dans de l'eau et on voit qu'il y a un comportement, donc ça c'est avec de l'eau, le diffractogramme en rouge est en présence d'eau et en vert en dessous c'est sans eau. Et vous voyez qu'il y a une différence au niveau de l'axe C, il se passe quelque chose. On a comme une orientation, j'ai le mot en anglais, oriented attachment, qui se fait, un attachement orienté qui se fait au niveau de nos plaquettes. Alors on a essayé de comprendre, on l'a fait sur des apatites de synthèse style bâtonnet, on se rend compte que donc ces apatites n'ont pas de couche amorphe, on se rend compte qu'il ne se passe rien, et on a été un petit peu plus loin, on a fait un traitement thermique et pour retirer cette couche amorphe, et on s'est rendu compte qu'il n'y avait aucun changement. Donc on a été en cryo, c'est-à-dire que c'est en microscopie qui vous permet d'observer vos échantillons dans un état hydraté, et on s'est rendu compte que nos apatites de synthèse s'orientaient selon l'axe C à assez grande distance. Et ça ressemblait grandement à ce que je vous ai montré dans l'os, c'est-à-dire aux apatites qui sont au sein des fibrilles. Or, ici, nous n'avons aucun organique pour orienter ces apatites. Donc, on a été voir au niveau de l'os. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a extrait les plaquettes, le minéral de notre brebis, de nos échantillons d'os de brebis, et on s'est rendu compte que ça avait exactement le même comportement, alors que nous n'avions pas ces fibrilles de collagène. Alors, est-ce que c'est étonnant? Oui, ça l'est quand même, c'était assez perturbant, mais ce qu'il faut garder en tête, c'est que l'os, c'est quand même le troisième composant du tissu osseux. Donc, il est présent à 10%, donc c'est pas rien. Et de plus en plus, les gens dans la littérature ont tendance à dire que l'eau doit être considérée comme un participant, un composant à part entière. Alors, quelle implication in vivo? Alors, nous proposons en réalité que peut-être localement, l'eau au sein des zones de gap va là où les apatites ne sont pas directement en liaison, en interaction directe avec les molécules de collagène, elles peuvent faciliter l'orientation des molécules, des plaquettes, et à une échelle supplémentaire, c'est-à-dire au niveau plus de la molécule mais de la fibrille, quand vous avez en fait différents domaines d'organisation qui coexistent, quand vous avez une perte spatiale entre deux domaines, si vous passez d'une plage d'alignement à du cholestérique par exemple, pour permettre la continuité de cette orientation au niveau et donc une cohérence au niveau du tissu, il y a peut-être localement cette eau qui intervient pour orienter les molécules les cristaux d'apatite via cette couche amorphe. Donc nous proposons que c'était une extension du modèle de Hodge-Petrushka sur la minéralisation au sein d'une seule fibrille. Alors, on propose aussi de l'étendre à d'autres modèles. Donc il y a deux exemples. Donc il y a des matériaux, comme l'a montré Clément, dans la littérature, qui aussi combinent de l'organique, donc ce sont des matériaux hybrides qui combinent de l'organique et du minéral, notamment la nacre, où on a trouvé aussi une couche amorphe, et on propose que peut-être éventuellement cela pourrait intervenir dans sa formation.
Il y a aussi également le cas de la dentine, où il y a moins d'organique. Alors pourquoi pas. Et les cristaux d'apatite sont également bien orientés, donc pourquoi ils n'interviendraient pas. Et dans quelle mesure, dans ces procédés, ces mésocristaux qui sont proposés dans la littérature, dans les processus de biominéralisation, ou même dans les mécanismes d'attachement orienté, qu'on associe beaucoup à la présence de petites molécules organiques, nous posons la question, quelle est la part de l'eau dedans? Voilà, donc en tout cas, ça a eu le mérite de poser des questions et d'avancer dans la compréhension des phénomènes physico-chimiques intervenant dans la biominéralisation de l'os. Donc ensuite, comme je vous l'ai dit, nous avons, revenons à nos moutons, on a essayé d'obtenir un matériau hybride pouvant être implanté. C'est ce que l'on a fait, on a concentré nos échantillons avec les précurseurs ioniques, on a précipité et on a obtenu cette structure en arceau avec le coalignement de l'apatite sur le collagène, avec des concentrations néanmoins 20 fois supérieures à ce qu'il y a in vivo. On a pu vérifier qu'on avait bien ce coalignement en microscopie électronique à transmission en faisant de la diffraction électronique, où on voit qu'on a une orientation de l'axe des plaquettes comme il est décrit dans l'os. Et donc, on était assez content. On a pu jouer aussi avec le degré de minéralisation de nos échantillons. Donc, on a, si vous voulez, imprégné nos échantillons avec différentes charges en minéral, nous permettant d'atteindre même 50% de taux de minéralisation, ce qui mime le tissu biologique. On a pu voir également qu'il y a un impact du confinement de la matrice organique sur les plaquettes d'hydroxyapatite. Alors on le voit comment? En fait, on voit que la signature spectroscopique en phosphore de la matrice de collagène d'apatite hydratée et l'os frais ont exactement le même déplacement chimique et la même largeur de raie, alors que celle pour la nanoparticule hydroxyapatite, comme vous le voyez, est un peu décalée et beaucoup plus fine. Alors on a joué avec la concentration en précurseur ionique et on s'est rendu compte que quand on se met à des concentrations qui miment celles du tissu vivant, on n'obtient pas du tout le bon résultat. Donc c'est complètement surprenant, on était assez étonnés. Et on était encore plus étonnés, c'est que quand on post-minéralise comme tout le monde le fait, c'est-à-dire qu'on fibrille notre matrice dense et organisée et qu'on rajoute du minéral après, on obtient exactement la même chose. On obtient des oursins au sein de cette matrice dense de collagène et organisée. Et en fait, ça nous a permis de proposer le mécanisme suivant dans la littérature, à savoir qu'en réalité, nous pensons que les protéines non collagéniques sont déjà présentes pendant la coprécipitation et elles se placent au niveau des espaces qui vont être les zones de gap pour concentrer localement le calcium et le phosphore et permettre ce coalignement. De plus, nous avons proposé que le modèle des polyaspartates, c'est-à-dire des polymères ou des protéines non collagéniques riches en calcium décrites pour transporter au sein et s'infiltrer au sein des fibrilles de collagène, n'était pas plausible. Ce qui nous a permis donc de proposer en tout cas d'avancer dans la compréhension des mécanismes de biominéralisation du tissu osseux. Alors j'en arrive à la troisième et dernière partie, c'est on avait un concept, une hypothèse, est-ce qu'on avait raison ou pas, est-ce qu'on peut l'implanter et en faire des substituts osseux. Alors pour cela, avant de faire des tests cliniques chez l'humain, évidemment, il faut faire de la culture cellulaire, dont je ne vais pas parler ici, et des expérimentations animales chez le petit et après chez le gros animal. Alors, âme sensible, voilà, il va y avoir des clichés avec du sang. Donc, voilà. Donc, d'abord, nous avons fait des implantations de matrices de collagène non minéralisées au sein de tissus mous. Pour savoir quoi? Pour savoir si nos matrices n'engendraient pas une inflammation, mais par contre s'intégraient bien au tissu. Et nous voulions voir aussi, évidemment, si la matrice était colonisée par les cellules de l'hôte. Donc on les a implantées en sous-cutané et en intramusculaire. Alors je vais vous présenter que l'intramusculaire. Ce qu'on voit en contrôle, c'est que le sous-cutané à t égale 0 n'est pas du tout résorbé. À 15 jours, en intramusculaire, ça commence à l'être. Et à 30 jours, c'est de plus en plus résorbé. En histologie, on a pu montrer, alors là vous voyez la matrice en bleu, ici c'est en rouge, c'est le muscle en fait, et on voit que localement ici, il y a des vaisseaux néoformés et ici des cellules de l'hôte qui ont intégré le matériau. Donc c'était plutôt bien parti, donc on s'est mis sur un modèle de petit animal, mais cette fois-ci en site osseux, donc ça s'appelle
c'est un modèle dit de Calvaria. Donc vous créez un défaut au niveau de l'os pariétal ici. On s'est mis à 8 mm, donc vous le retirez. On s'est mis à 8 mm. Alors pourquoi 8 mm? Parce qu'en fait, c'est la taille qui est au-dessus de ce qu'on appelle le critical size defect. Ça veut dire, si vous créez un défaut plus gros que 8 mm, enfin plus gros que le critical size defect, vous n'auto-réparez pas et donc votre défaut va rester vacant. Alors qu'est-ce qui se passe? Vous remplacez ici ce petit bout de crâne avec votre matrice et puis vous suturez. Alors après, donc on a fait les implantations et en fait après 3 heures, il y a un des rats qui est mort. 1 sur 45, c'est pas beaucoup, mais il y en a quand même un qui est mort. Et en fait, c'était intéressant parce que ça nous a permis de retirer le bout de crâne et de nous rendre compte que notre échantillon était excessivement bien intégré au niveau du défaut. Vous voyez, il n'y a pratiquement aucune différence entre notre échantillon et l'os. Donc on voit bien en tout cas qu'il n'y a pas de minéralisation à ce temps-là. Et ce qu'on voit après 10 semaines, c'est que pour un site laissé vacant, donc on n'a rien mis, il n'y a pas d'autoréparation. Donc on est bien au-dessus du critical size defect. Ensuite, quand on a mis une matrice de collagène qui n'est pas dense, c'est-à-dire ce qu'il y a dans la littérature, on voit qu'on a 15% de comblement. Avec une matrice qui est dense et organisée, mais sans minéral, on a 69% de comblement. Et une matrice qui est une matrice hybride collagène-apatite, on a 88% de taux de comblement. Donc on était très contents. Et donc on voit bien qu'il y a une influence non seulement du minéral, mais de la densité et de l'architecture du collagène, comme vous voyez entre ces deux exemples. Donc partant de là, on a été sur un plus gros animal, donc la brebis. Et alors là, on s'est placé par contre dans des conditions où on n'était pas sur un critical size defect. Et ce qu'on a fait, c'est que, en fait, enfin c'est pas nous, c'est les chirurgiens, comme vous voyez ici, donc ça se fait vraiment en bloc opératoire, exactement comme si c'était des humains. Hein. Ce qu'on fait, c'est qu'avec un trou de perceuse, en fait, le chirurgien va faire un petit défaut au niveau métaphysaire, c'est-à-dire entre la tête de l'os long et la diaphyse, enfin entre l'épiphyse et la diaphyse, donc vraiment à la jonction. Il va faire un petit défaut dans l'os spongieux de à peu près 1 cm. Alors, vous y placez votre échantillon, vous laissez la brebis, vous resuturez, et après vous laissez la brebis 2 mois. Alors qu'est-ce qu'on a obtenu? On voit, donc ici c'est en blanc, hein, vous voyez que le minéral, en fait. Excusez-moi j'ai oublié de vous dire, mais ça c'est des micro-radiographies, donc on ne voit que le minéral. On voit que le contrôle, il y a un petit peu de réparation, d'autoréparation. Avec une matrice uniquement faite de collagène, on a une meilleure réparation, on voit qu'il y a des travées osseuses qui se sont formées, qui sont un peu plus, le taux de comblement est un peu plus important que dans le contrôle. Et avec notre matrice hybride collagène-apatite, c'est encore mieux. Alors vous allez me dire, c'est très bien tout ça, mais qu'en est-il des autres matériaux qui sont dans la littérature? Et alors, on a essayé je vous en présente quelques-uns seulement. Ça, c'est les greffons autologues, c'est-à-dire qu'on a pris la brebis un petit peu de son os et on lui en a remis, et on voit que ça marche très bien. On recrée exactement le tissu environnant. Là, je vous ai mis un polymère synthétique dont je taire le nom, et vous voyez que c'est quand même pas terrible. Quand on rajoute à ce polymère un facteur de croissance, dont je taire aussi le nom, on voit quand même qu'il y a une croissance plus importante osseuse. Mais ce qui est frappant ici, c'est que vous voyez, comme je vous disais, vous ne recréez pas la porosité qu'il y a autour. Vous avez tendance à rendre un peu d'os compact au sein d'un site spongieux. Alors, c'est évidemment un peu plus compliqué que ça. On en est là, en tout cas. Il faut voir, évidemment, sur la profondeur, identifier le pourcentage de complément que nos matrices permettent vis-à-vis d'une autogreffe, voir la qualité des travées osseuses, voir s'il y a une inflammation, essayer de voir si le matériau est ostéo-inducteur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la plupart des matériaux sont ostéoconducteurs, c'est-à-dire que vous mettez un matériau et puis les cellules de l'autre vont essayer de s'intégrer dans la porosité et essayer de vivre avec le matériau qui est présent. Un matériau ostéo-inducteur, il n'y a que l'os qui l'est, en fait, c'est un matériau qui permet de faire de la néosynthèse, de permettre à votre organisme de recréer un nouveau tissu. Et alors, évidemment, après ça, il y a le prix de l'implant. Et faire ça avec du collagène commercial, parce que on ne peut pas implanter chez l'humain du collagène de rat. Donc, on en est ici. En tout cas, on est bien avancé pour répondre. Ça a l'air de bien marcher. Et voilà ce que j'ai voulu vous montrer aujourd'hui. En fait, c'est qu'en prenant un matériau modèle qui vise à ici mimer le tissu osseux,
On peut, avec un objectif de recherche appliqué, c'est-à-dire d'être compétitif avec de l'os autologue, on peut finalement aller dans le fondamental et essayer d'expliquer des processus de morphogénèse tels que la biominération de l'os. Voilà. Donc je vous remercie. Il y a beaucoup de gens qui ont participé à ce travail et je les remercie.